Il y a 10 ans, depuis une confrontation que nous avions eue avec le ministre de l'économie de l'époque, un certain Emmanuel Macron, les pharmaciens ont choisi le camp du patient, selon les termes d'Emmanuel Macron. Le chemin incroyable qui a été parcouru par la profession et quelle adaptation le réseau a eu pour répondre aux demandes des autorités de santé et des patients. En 2023, la pharmacie d'officine a bien sûr dispensé des médicaments en toute sécurité, en respectant le bon usage et en entourant les patients de tous les conseils qu'on pouvait être amené à leur donner. Dépister aussi, on a continué le dépistage du TROD avec le TROD Covid, même si ce dépistage il doit encore évoluer, on en a parlé tout à l'heure, et il serait bien qu'on aille plus loin avec la CRP pour permettre d'être encore plus dans le bon usage. On a vacciné, et vacciné pas que la Covid, on a vacciné beaucoup. L'officine est devenue un des principaux centres de vaccination en ville. Aujourd'hui, maintenant, on peut même prescrire la vaccination. Et la vaccination, au début, quand on parlait de la vaccination Covid, certains ne nous voyaient que comme des logisticiens. Vous prenez le vaccin et vous le livrez, pas comme des effecteurs. Quel changement! On a aussi participé à la facilité de l'accès aux soins, en particulier les soins non programmés, en s'investissant dans toutes les CPTS qui étaient sur les territoires. Alors on le faisait quand, bien sûr, il n'y avait pas de blocage au niveau des CPTS, de blocage par certains membres de la CPTS qui nous empêchaient de faire pleinement nos missions. On a même été plus loin en s'investissant dans la FCPTS, dans la fédération des CPTS. Il y a aujourd'hui beaucoup de pharmaciens investis qui vont porter les missions du pharmacien au sein de l'exercice coordonné. On a bien sûr accompagné les patients avec tout ce qui était les bilans, les accompagnements. Pas encore assez, c'est vrai, il faut le faire plus, il faut qu'on trouve des solutions. Et l'assurance maladie est partie, c'est dommage, mais il faut trouver des solutions pour le rendre plus simple et plus efficient dans le mode de paiement, pas attendre 6 à 7 mois que le bilan soit fait pour qu'on soit rémunéré. Et dans quelques semaines, le pharmacien pourra également prescrire les antibiotiques dans le cadre d'une infection angine et d'une cystite, et aussi renouveler les traitements à 3 mois dans le cadre d'un traitement d'un patient chronique stabilisé. Alors bien sûr, pas 3 mois d'un coup, 3 fois un mois, mais on va redéfinir ces choses-là. Et je suis fier vraiment de voir que le pharmacien est devenu un acteur incontournable du système de santé aujourd'hui, et que l'accès aux soins des patients, on en est le pivot. On est vraiment au cœur de l'accès, et la facilité qu'ont les patients de venir chez nous fait qu'on est vraiment au cœur du système et comme un élément important. L'USPO a été particulièrement investi pour accompagner et obtenir ces évolutions métiers. Mais notre syndicat doit continuer à se mobiliser, car le quotidien des pharmaciens en 2023, c'est aussi réaliser de nombreuses missions non valorisées, non mises en lumière, peu visibles, comme le premier secours. Les bobos qu'on traite, les petites plaies qu'on fait, aujourd'hui personne ne le voit. Orienter le patient en cas de doute sur un traitement, orienter le patient en cas de doute sur une pathologie et le faire rentrer dans un système de soins, dans un parcours de soins, c'est aussi un rôle que l'on a et que nous développons énormément, mais qui est complètement transparent. Contacter les médecins en cas de difficulté avec un traitement, parce qu'on n'a pas le traitement, ça on l'a tous vécu, mais parce qu'aussi le traitement peut poser problème et qu'on va devoir contacter le médecin pour pouvoir échanger avec lui. Aussi, des pénuries de médicaments, qui aujourd'hui sont trop présentes, beaucoup trop présentes, et il va falloir que l'on ait vraiment une action pour les limiter, parce qu'on a affaire à des patients qui aujourd'hui sont fatigués, exaspérés, et parfois même violents, parce qu'ils n'ont pas accès à leur traitement, et ils ne le comprennent pas. Et ils ont raison de ne pas le comprendre. On a aussi affaire à du harcèlement administratif. Ça, c'est une chose qui est vraiment... toutes les professions le disent, mais chez nous, le tiers payant est devenu vraiment chronophage. Le tiers payant est devenu chronophage parce qu'on a des soucis pour mettre en place certaines choses, mais aussi parce qu'on a des rejets et des indus de l'assurance maladie qui sont injustifiés. On va vous refuser un paiement parce que le nom du patient n'est pas bien écrit, parce que l'ordonnance n'est pas bien rédigée, parce qu'en bas à droite, dans le petit carré, il n'y a pas le bon nombre de traitements qui a été prescrit. Non, c'est inadmissible aujourd'hui d'avoir ça. On a des pharmaciens qui refusent de dispenser des médicaments chers parce qu'ils estiment que la marge que l'on a sur ces médicaments-là, au regard du prix du médicament, ne se justifie pas et le risque d'indu est bien trop important. Donc des patients qui n'ont pas accès aux soins. Et ça, c'est pas normal. On a aussi, dans le harcèlement administratif, des caisses qui rejettent des dossiers entiers en disant « vous ne nous avez pas transmis les pièces score ». Pour les pharmaciens, ça causera. Pour les non-pharmaciens, c'est les pièces justificatives qui justifient les prescriptions. Sauf que on a reçu un accusé de réception positif
comme quoi la Caisse les a reçus, et ils nous disent ne pas les avoir parce que c'est beaucoup plus simple pour eux de nous dire « renvoyez-les-moi » que d'aller les chercher. Et on n'en peut plus de ce temps-là qui est perdu, de ce temps qui nous mange du temps qu'on n'a plus avec les patients. Les pénuries, c'est en moyenne 12 heures par semaine que l'on passe à chercher des traitements. Le tiers payant, c'est aussi énormément de temps. Alors on a des solutions pour le tiers payant, en particulier avec certains concentrateurs. Bien sûr, les difficultés économiques sont là et ne nous aident pas à nous projeter dans un avenir serein. Je sais qu'on est à la fin de la période des vœux, mais j'aimerais quand même en faire 3. Que le gouvernement prenne enfin la mesure de la gravité des pénuries et trouve des solutions pérennes pour lutter contre les pénuries. Nous demandons des mesures concrètes permettant de renforcer la transparence. On bosse très bien avec la NSM pour essayer de comprendre ce qui se passe. Pour autant, parfois, il y a certains blocages qu'on ne comprend pas et il faut qu'on arrive à les mettre en lumière pour pouvoir se permettre de lutter contre et permettre de trouver les solutions. Et il faut renforcer la transparence pour savoir où sont les stocks. La profession doit retrouver aussi une sérénité économique. Les mauvais signaux économiques qui ont été envoyés en 2023 et 2024 montrent que le pharmacien a du mal à vivre de sa seule activité, qui est le cœur de métier, qui est la dispensation. Et aujourd'hui, le pharmacien doit pouvoir vivre de du cœur de métier, qui est la dispensation, pour s'impliquer dans les nouvelles missions. Mais les nouvelles missions n'ont jamais été là pour compenser une perte de revenus de notre cœur de métier. Elles sont là pour faire plus, pas pour compenser. C'est en tout cas dans cet état d'esprit qu'on a construit ça avec le président de la République actuelle, avec le gouvernement et avec Nicolas Revel. Les nouvelles missions, c'est travailler plus pour gagner plus et pas travailler plus pour gagner moins. Il faut que les négociations conventionnelles qui arrivent soient importantes au niveau de l'investissement du gouvernement. Tout à l'heure, on a parlé de la financiarisation. Mais vous savez, je pense qu'une des questions que l'on pourra se poser, c'est si on n'a pas les revenus nécessaires, on va aller chercher l'argent auprès des banques, auprès des groupements qui peuvent nous prêter de façon très propre l'argent. Mais quand on ne pourra plus avoir accès à ces personnes-là, de nous-mêmes, les pharmaciens se retourneront vers une financiarisation. Ils n'auront peut-être pas le choix. Il faut qu'on évite ça. C'est vital. Aujourd'hui, les négociations conventionnelles, c'est dense. C'est du travail qui est sur 8 semaines avec 8 groupes de travail. Et nous voulons que cette convention, elle s'applique à tous les pharmaciens et que tous les pharmaciens en tirent bénéfice. Il n'est pas question que ce soit certains qui gagnent et d'autres qui perdent. C'est tout le réseau qui doit gagner. Pour bien sûr continuer à s'impliquer avec les patients et dans les nouvelles missions. Et nous y travaillons tous ensemble à l'USPO avec les permanents, avec Guillaume qui nous prépare des benchmarking et des choses très, très, très précises pour qu'on puisse aller négocier. Les équipes de l'USPO sont investies. Je n'ai jamais connu autant de pharmaciens élus montés pour ces négociations. Jamais. On est très présents et en plus, on bosse les réunions maintenant en amont avec les étudiants et avec la FSPF pour ne parler que d'une seule voix et essayer d'avoir tout ce que le réseau est en droit d'obtenir. Je pense qu'au vu de la réalité économique aujourd'hui, jouer la montre de la part de l'assurance maladie n'est pas une option. Maintenant, il faut aller vite. Plus on retarde, plus la mise en place sera longue. Et vous savez qu'une convention, elle met 6 mois à s'appliquer. Donc 6 mois, tout de suite, c'est entendable. 6 mois dans 4 mois, ça l'est déjà beaucoup moins. Le dernier vœu que je souhaite, c'est que certains élus de la République n'oublient pas les paroles du président de la République d'être aux côtés des pharmaciens si nous prenions le camp du patient. Aujourd'hui, il y a un rapport et une PJL qui sont en cours de rédaction par un député qui souhaite, a priori, parce qu'il n'a pas voulu nous recevoir, donc je dis a priori, mais ça a quand même été bien corroboré par les déclarations du Premier ministre de sa politique générale, de déréguler notre système de santé, en particulier la pharmacie, en développant la vente des médicaments sur Internet et pourquoi pas l'ouverture du capital. À quoi ça sert de développer le e-commerce? On n'a pas de réseau qui soit suffisamment fort? À quoi ça sert de développer le e-commerce? Tous les patients n'ont pas accès à une pharmacie proche de chez eux? Ça me paraît tellement aberrant comme façon de penser. La vente des médicaments sur Internet, via des plateformes, tôt ou tard, au nom de l'Europe et au nom de la libre concurrence, va aboutir à ce que d'autres plateformes s'engouffrent dans ce système. Des plateformes qui ont envie de vendre des médicaments depuis très longtemps. Je pense particulièrement, sans les nommer particulièrement les nommer, à La Poste et à Amazon. Est-ce qu'on veut ça dans notre système de santé? Moi, j'y crois pas du tout. Si une pharmacie veut vendre des médicaments sur Internet, elle peut déjà le faire. Elle a déjà la possibilité, en faisant certaines déclarations et en modifiant certaines choses, de le faire. Pourquoi aller plus loin? La PJL, c'est la création d'un parcours de consommation au détriment du soin.
Non, ça a été dit et redit aujourd'hui, le médicament n'est pas un bien de consommation. N'est pas un bien de consommation. On nous dit partout qu'on veut être dans le bon usage, dans une réduction des volumes. Est-ce que c'est la bonne méthode que de mettre ces médicaments sur Internet, ou le seul parcours qui va être, c'est à la 4e boîte, on vous offre les frais de port? C'est ça que vous voulez? C'est ça que l'on veut pour la santé française? Moi, je pense que c'est dangereux. Le risque immédiat de cette stratégie de consommation est une dégradation de l'accès aux soins. Les patients ont besoin de la proximité. Si les médicaments sont vendus via des plateformes Internet, ça dégradera l'économie de l'officine, ça dégradera l'économie des petites officines et ça touchera le maillage directement. Et puis, bien sûr, dans un deuxième temps, ça va être la financiarisation. Ça a été dit tout à l'heure et je ne veux pas y revenir. Quand le capital te dicte la politique de santé d'une entreprise, cela est rarement bon pour les patients et rarement bon pour l'assurance maladie. Je vais vous prendre un exemple. On a une pharmacie qui faisait, dans la région parisienne, 800 000 € de chiffre d'affaires avant la crise Covid. Après la crise Covid, elle est montée à 17 millions. Ça n'a pas été sans facturation un petit peu pas clair vis-à-vis de l'assurance maladie. Mais quand ce pharmacien nous dit « Moi, je reçois tous les matins des tableurs Excel avec des noms de médecins, dentistes, infirmiers, kinés à qui je dois envoyer des tests antigéniques, larga manu, et que c'est moi qui les facture, mais c'est lui qui nous donne l'autorisation et c'est lui qui va les livrer, et qu'au bout du compte, c'est livré ou pas livré, ça c'est autre chose. Mais quand l'assurance maladie commence de venir taper à la porte, le financier est parti avec l'argent et le pharmacien, lui, reste à devoir rendre des comptes à l'ordre et à la justice et à l'assurance maladie, ce n'est pas une bonne chose. Et je pense que je me demande quel est l'intérêt d'un élu en charge des Français à l'étranger de vouloir à ce point désorganiser un réseau qui fonctionne et dégrader l'accès aux soins en France et aller contre le bon usage et la baisse des volumes. Aujourd'hui, la profession est à bout. En 2023, on a plus de 270 fermetures d'officines et tout récemment, autour de quelques présidents, 3 suicides de pharmaciens. Et je ne parle pas des appels ou messages que je reçois, on va dire, toutes les semaines, me disant « Pour moi, c'est trop tard. Je suis au bord du tribunal de commerce. Ça va passer, mais s'il vous plaît, battez-vous. Battez-vous pour les autres. Battez-vous pour que le réseau perdure. » C'est pas quotidiennement, je vous mentirais, mais toutes les semaines que je reçois ça. Je veux vous rappeler l'importance pour l'USPO des 3 piliers de la pharmacie, pour la sécurité des patients et l'accès aux soins. Et là, je vous dis de façon très solennelle, nous ne laisserons rien passer. Et si pour se faire entendre, il faut aller dans la rue, fermer nos officines, nous le ferons. Et nous le ferons après concertation des pharmaciens. Nous le ferons après concertation des pharmaciens et dans une action coordonnée avec les étudiants et la FSPF. Et si certains politiques veulent voir une France sans accès aux médicaments, ils vont la voir. Et peut-être même pendant les Jeux Olympiques. Allez-y. D'abord, vous venez d'évoquer tout à l'heure la pénurie des médicaments. Quelles avancées avez-vous obtenues sur ces questions-là, notamment de la part de l'assurance maladie, même si ce n'est plus là, mais globalement, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de la pénurie de médicaments et est-ce que vous avez obtenu des succès, des avancées en tout cas? Alors, en France, on a 2 catégories de ruptures. On a des ruptures parce qu'il n'y a pas les médicaments. Ça, on le vit tous avec certains traitements du diabète, du cancer, etc. Et là, je pense que ce qu'il faut, c'est mettre de la transparence dans le système. C'est-à-dire que si on a de la transparence au niveau industriel, puis au niveau des grossistes répartiteurs et au niveau des pharmacies, on verra où le problème se pose. Et si on a déjà identifié le problème, avec l'ANSM, avec qui nous bossons énormément, on pourra peut-être commencer d'envisager des solutions. Voilà, ça repose pour moi sur 2 choses. La première, c'est, alors là je suis désolé Karine, c'est l'évolution du DP Rupture, qui pour moi doit évoluer sur d'autres acteurs que les officinaux, et aussi sur un engagement du pharmacien, puisque dans toute la chaîne du médicament, il y a un pharmacien responsable. Eh bien, le pharmacien industriel doit dire, voilà, j'ai produit tant, ça a été vendu tant, le grossiste répartiteur, j'ai reçu, et le pharmacien d'officine aussi. Et puis, il y a des ruptures qui sont dues à des mauvaises répartitions de stock. La NSM a fait son boulot, et une fois de plus, elle s'est rendue compte qu'il y avait beaucoup de stocks chez les industriels de certains médicaments, pas du tout chez les grossistes, et peu chez les pharmaciens, en tout cas mal répartis. Et là, on a fait la proposition à l'ancien ministre, je ne sais même plus à quel ministre c'était finalement, mais à un ancien ministre, de la charte. Et là aussi, je m'excuse auprès de Karine, puisque c'est Karine qui a été en charge de rédiger la charte. On partait en
en congrès tous les deux, et dans la voiture, je pense que mes oreilles ont bien sifflé, puisque c'est l'USPO qui a fait cette proposition. Mais la charte, on voit aujourd'hui qu'elle est respectée. On voit aujourd'hui, quand on regarde les tableaux de l'ANSM, qu'il n'y a pas de surstock. Bon, il y a encore trop de stock chez les industriels, mais il faut aussi qu'ils gardent certaines choses. Mais voilà, c'est étiqueté, c'est vu, et il faut qu'on avance là-dessus. Et après, je pense qu'il va falloir réellement que la transparence fasse le reste pour nous dire où sont les médicaments et comment on peut les utiliser, pourquoi on ne les a pas, tout simplement. Est-ce que j'entends que vous avez finalement la marge de manœuvre la plus grande possible aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a encore des améliorations possibles dans ce domaine-là? Ah ben, si on n'avait pas d'amélioration, ce serait catastrophique. Donc, je vais dire comme Karine, je suis de nature optimiste. Oui, il y a des améliorations possibles et il faudra qu'il y ait des améliorations. On le doit à nos patients. On ne peut plus entendre un patient nous dire en pleurs, non, je n'aurai pas mon traitement. Ou un patient qui a un traitement anticancéreux nous dire, bah, si je le prends un jour sur deux, peut-être que j'en aurai le mois prochain. Non, ce n'est pas entendable. D'autant plus que là-dessus, vous êtes en première ligne, vous, parce qu'en fait, les patients, au moment de la délivrance du médicament, ce n'est pas évidemment que les médecins qui en parlent. Le médecin prescrit, mais c'est vous qui êtes en face de lui à ce moment-là. Non, et c'est en plus nous qui cassons les pieds aux médecins quand on n'a pas les traitements pour leur dire par quoi on remplace. Alors, une autre question, même si M. Fatoum n'est plus là, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui des négociations conventionnelles? Eh bien, quand je dis qu'on ne peut pas supporter d'être, que l'attente n'est pas une option, on en est là aujourd'hui. C'est-à-dire que les négociations, la profession l'attend. Donc, on a demandé à ce que les négociations commencent tôt, tout simplement parce qu'on savait que l'année 2024 allait être très compliquée économiquement, et ça corrobore ce que l'on voit, et que plus on commence tôt, plus on finit tôt. En principe. Et plus on finit tôt, plus les 6 mois plus tard sont tôt aussi. Donc, c'est pour ça qu'on avait demandé à ce que les négociations commencent tôt, plutôt que ce que l'on aurait, plutôt que la réalité actuelle. Aujourd'hui, les négociations, c'est des groupes de travail. Donc, on a eu plusieurs groupes de travail sur les trodes d'angine, sur la fraude, sur l'économie, enfin, etc. Et aujourd'hui, ça se passe comment? Les syndicats arrivent avec les étudiants, avec leurs propositions, qu'on a énormément travaillé dessus, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et en face, on n'a rien. Alors, une proposition financière, on ne l'a pas. Parce que la proposition financière, c'est Thomas Fatoum qui la donnera à la fin. Mais ça, c'est la règle du jeu. Mais on n'a même pas de proposition de construction. Est-ce que ce qu'on vous propose comme évolution de notre mode de rémunération, comme évolution du métier, convient à l'assurance maladie? Ou convient pas? Mais on n'a pas de réponse. Donc, il y a un système de blocage. Ils écoutent. Je ne sais plus qui ce matin a dit, j'aimerais bien que vous nous entendiez en plus de nous écouter. Parce que ce matin, il y avait une réunion, moi, je n'ai pas pu parce qu'on arrivait là. Mais voilà, je pense que c'est ça la réalité. C'est qu'ils nous entendent, mais enfin, ils nous écoutent, mais il n'y a aucune traduction. Si demain, le réseau n'est pas refinancé, on va à une catastrophe. C'est certain. On commence à le voir et ça va être de pire en pire. Aujourd'hui, l'argent que l'on demande pour remettre le réseau à flot, ce n'est pas pour gagner plus, c'est pour remettre au même niveau de financement qu'en 2019. Dire qu'on ne veut pas un pouvoir d'achat plus élevé que 2019. La somme d'argent qu'il faut que l'État pose sur la table est conséquente, puisque ça relève du milliard d'euros. Et on s'est bien rendu compte que les caisses de l'État n'étant pas vraiment très pleines, si on veut avoir cet argent, il faut que nous, on apporte des économies. Et c'est le travail qu'a fait Guillaume, de dire, voilà, si on fait ça, il y aura tant d'économies, tant d'économies, tant d'économies. Ou alors, il faut avoir des tracteurs, éventuellement, ça permet d'avoir un peu plus d'argent. On n'a pas de tracteurs, mais on a des idées. Donc, ceci dit, si vous voulez, à un moment donné, on arrive à des économies qui sont entre 3 et 4 fois plus que ce qu'on peut coûter. Donc, à un moment donné, c'est où vous prenez la balle au bon et on bosse ensemble. Et une fois de plus, c'est bosser dans le même sens. L'assurance maladie nous dit toujours, on est dans le même bateau. Ouais, et c'est bien quand on rame tous dans le même sens. Est-ce que parmi vos propositions, vous avez des priorités ou des choses qui vous semblent plus importantes que d'autres? On pourrait même parler d'exigences. Qu'il y a une ou deux qui vous semblent les plus urgentes et pour lesquelles il n'y a pas beaucoup de marge de négociation possible. Pour vous, c'est une nécessité absolue. Et il faut impérativement qu'on revalorise certains honoraires qu'on a signé avec la convention avec l'assurance maladie. Ces honoraires nous permettent de remonter tout le réseau. Parce que, si vous voulez, quand nous, on signe une amélioration, enfin un changement du mode de rémunération, il faut que ça bénéficie à toutes les pharmacies. Et de toutes les pharmacies sans éclater le réseau. Il ne faut pas que certaines pharmacies gagnent 10% et d'autres 70%. Il faut que ce soit plus concentré possible. Donc on a beaucoup travaillé sur des modélisations économiques pour trouver quels étaient les honoraires qui recentraient le réseau, les éclater. Ça, c'est la première chose. Ça doit redonner un pouvoir d'achat immédiat aux officines parce qu'on a une inflation qui est galopante. L'inflation de l'officine, ce n'est pas que l'INSEE, ce n'est pas que les quelques pourcents de l'INSEE. Chez nous, elle est bien plus importante à cause des frais de salaire. On a signé l'an dernier 3 augmentations de 3%,
3 fois 3, ça fait un peu plus que 9 quand on augmente les gens. Mais dans la réalité des chiffres, les comptables nous disent qu'aujourd'hui, on a 17,8% d'augmentation des frais. Donc ça, c'est une charge qui est énorme. Quand la marge baisse et que les charges augmentent, c'est très compliqué. Donc il faut redonner tout de suite du pouvoir de financement aux officines en revalorisant les honoraires. Dans un deuxième temps, il y aura des missions, des nouvelles missions, comme on l'a toujours fait, parce que les nouvelles missions sont des moments qui sont là pour donner de l'impulsion au métier, ouvrir notre métier. Et ça doit se faire en plus de la rémunération et pas à la place d'eux. Dernière question, un peu plus politique. Le gouvernement a fait le choix d'un énorme ministère, travail, affaires sociales, santé, famille, avec peut-être ou pas aujourd'hui ou demain un ministre délégué ou une ministre déléguée, voire un secrétaire d'État. Quel regard vous portez-vous aujourd'hui sur ce choix ministériel, ce choix gouvernemental qui implique aussi une politique de santé publique assez différente des précédentes? Vous savez, on a connu quelques ministres dans les quelques dernières années qui étaient des petits ministères, des ministères un peu plus recentrés. Je pense qu'un grand ministère, s'il est bien accompagné, peut faire des bonnes choses. Au moment où on avait Roselyne Bachelot, on a fait évoluer la profession énormément. Elle était pharmacienne, certes. Elle était pharmacienne, et c'était il y a quelques années. Et surtout, elle était pharmacienne. Voilà, oui, c'est ce que je vous dis, mais ça n'empêche que. Pour autant, je pense que ce qu'on a besoin, c'est de ministres compétents. Voilà. Donc, peu importe qu'il soit d'un grand ministère ou d'un petit, il faut qu'il soit compétent. On va se contenter de cette réponse-là. Merci beaucoup, Président. Merci beaucoup. On reviendrait tout à l'heure pour la table ronde.